Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 19 de ce Tour d'Espagne 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape qui était complètement plate, qui est quand même arrivée au sprint. Je pensais plutôt à une échappée aujourd'hui, mais c'est un sprint qui est allé au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, où on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Juste après l'arrivée. Là, aujourd'hui, ça arrivait un petit peu plus tard, ça arrivait à 1 heure après, parce que je faisais d'autres choses en même temps et que vous savez que j'ai toujours pas Internet, hein, ça fait maintenant 80 jours. Vive Orange. Donc, il y avait, voilà, au niveau des téléphones, c'est un peu la galère. On commence tout de suite avec cette étape numéro 19. Étape numéro 19. Eh bien, vous dire que je m'attendais pas à un sprint ce matin. Je vous avais dit, je m'attendais à une échappée parce que je me disais, qui va rouler pour un sprint en sachant qu'on a l'impression quand même qu'il y a 2-3 coureurs qui sont dessus. Moi, je me disais, j'avais oublié Dainese ce matin pour tout vous dire, mais je me disais, Molano, on va pas rouler pour lui parce que UAE a besoin peut-être de protéger Ayuso et de garder de l'énergie pour demain. Et après, je me disais, Cofidis va peut-être pas rouler pour Chimolai. EF pour Vandenberg, je sais pas trop. Et c'est pour ça que j'avais mis Bissegger en me disant, il y a peut-être plus intérêt à mettre Bissegger devant sur une étape comme ça. Voilà, il y avait plein de choses où je me disais, on va pas avoir de sprint. Et puis au final, c'est une toute petite échappée qui est sortie et j'ai compris assez vite que il n'y avait pas suffisamment de champ pour l'échappée. L'échappée a dû prendre au maximum 2 minutes 30 et c'était mort, quoi. Il fallait plus de temps, plus de liberté et je crois que dans le peloton on a compris. Et puis en prenant que 4 coureurs, ça a permis aussi de limiter la casse, quoi. On n'avait pas besoin énormément de rouler, alors même si ensuite on a vu une attaque d'un coureur d'Astana, ça n'a pas duré très longtemps contre, parce qu'il y a beaucoup de coureurs en fait qui voulaient le sprint. Je me disais qu'il y aurait peu de coureurs qui voudraient le sprint, et beaucoup de coureurs ont tenté le coup. Malgré tout, c'était un sprint intéressant. Alors oui, l'étape n'était pas hyper passionnante, et puis les paysages n'étaient pas incroyables. Castille et Léon, c'est pas exceptionnel en termes de paysage. Il n'y avait pas beaucoup de villages non plus. Mais par contre, c'était très intéressant du côté du sprint parce que c'était un sprint où il n'y avait pas vraiment de difficultés sur la route. On en avait parlé ce matin, et moi, donc j'en ai parlé hier, qu'il n'y avait pas beaucoup de danger. Donc c'était un sprint où tu pouvais sortir un petit peu au dernier moment et je pense qu'il fallait faire l'effort vraiment au bon moment et pas trop tôt. Et c'est peut-être l'erreur qu'a fait Ineos de vouloir contrôler la course d'un peu trop tôt, mais c'est pas une équipe qui est habituée tant que ça à lancer des sprints. Note de l'étape 8 sur 20. La manière dont s'est déroulé le sprint est intéressante. Vraiment, il y a eu pas mal de choses à expliquer, à analyser. La chute du coureur d'Alpecin, le fait que tu as quand même des coureurs qui sont bien placés, mais qui au final font un sprint qui est assez insignifiant face à des coureurs qui étaient peut-être moins bien placés, mais qui, quant à eux, font un meilleur sprint parce qu'avec des meilleures jambes. Ce qui fait qu'on a un sprint qui est sympa. Alors c'est vrai qu'au niveau du top 10, il y a des coureurs qui vont être déçus. C'est vrai qu'on a un Jonas Corr par exemple dans le top 10. On a Rui Oliveira. Donc, je pense qu'avec Molano il y a eu un problème parce qu'il fait 21ème. Je savais pas trop s'il était tombé, s'il avait été gêné, mais c'est vrai que Molano finit 21 et finit derrière Rui Oliveira. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de Molano. J'en parle pas après, c'est pour vous dire. Edward Tuns aussi qu'on n'a pas vu dans le sprint. C'est vrai que là aussi, je pense que Lidl, ils avaient plutôt intérêt à prendre une échappée. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes en fait qui n'ont pas vraiment eu comme objectif de créer une échappée, alors qu'elles avaient peu de chances de s'imposer au sprint, il faut bien le dire. Donc l'étape a roulé vite, parce que c'est vrai que c'est la deuxième étape la plus rapide de l'année sur un grand tour. On a 47 833. C'était déjà l'étape 19, mais du Tour de France qui était un peu plus rapide. Mais sinon, oui, il y a eu un sprint intéressant. C'est pour ça que j'ai mis 8 sur 20. L'étape est pas dingue, mais le sprint, je trouve, est assez intéressant pour la note de l'étape. Donc 8 sur 20. On passe tout de suite au coureur au top.
Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Dainese. C'est l'homme des troisièmes semaines. C'est vrai que je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'avais oublié ce matin, enfin hier, pour vous ce matin, parce que c'est vrai que Dainese, c'est l'homme des troisièmes semaines. Et pour vous dire, j'ai déjà enregistré l'étape de Madrid et je ne l'ai pas plus mis sur l'étape de Madrid. C'est un coureur voilà, qui est très bon dans les troisièmes semaines. Cette année sur le Tour d'Italie, c'est là où il fait 1 et 4. À Rome, il fait 4. Il est vainqueur à Caorle avec le gros travail de Mayr-Hofer. Mais l'année dernière, quand il gagne sur le Tour d'Italie, c'est déjà en deuxième partie de course. Ce qui gagne... il avait gagné à la 11e étape. Mais c'est vrai qu'ensuite, il fait 2 fois 5 aussi, dont une fois en troisième semaine à Trévise et une autre fois 5 à Cuneo. Donc c'est vraiment un coureur qui est plutôt performant sur les dernières étapes de Tirreno également, il fait 5. C'est un coureur qui finit très bien. Je pense que c'est pas le meilleur pour se placer, Dainese, et c'est un petit souci pour lui. C'est-à-dire qu'il se place pas très bien. Par contre, il finit très bien ses grands tours. Et ce qui fait que là où le placement est plus facile, parce qu'il y a moins de monde, tu as des sprinteurs qui ont abandonné, tu as des sprinteurs qui sont fatigués, tu as moins d'équipiers aussi autour des sprinteurs, je pense qu'il s'en sort mieux. Parce que la différence entre ce sprint où il gagne et le sprint où il fait 4, c'est que le sprint où il fait 4 à Burjana, il part, il est au moins 10e à 300 mètres de l'arrivée. Là, il lance son sprint, il est 4. Donc c'est beaucoup plus facile pour finir. Et il a quand même une facilité à garder de la vitesse sur la fin de son sprint. J'avais déjà vu à Burjana, c'est un truc que j'avais déjà vu. Je pense qu'il doit avoir une bonne technique de placement au niveau de son vélo parce qu'il perd très peu de vitesse. Entre son pic de vitesse et la fin de son sprint, il y a très peu de déperdition de vitesse par rapport à d'autres coureurs qui ont un pic très élevé et ensuite ça fait plouf. Lui, il arrive à conserver la vitesse, on dirait un petit peu comme un coureur de 200 mètres en athlétisme. Et ça, c'est très intéressant. Un petit peu comme Noah Lyles en athlétisme. Ça fait des belles victoires. Je pense qu'il a un problème sur le placement. Parce qu'on voit que quand il y a beaucoup d'adversité, il n'est pas là, il n'est pas présent. Et là, il y avait un peu moins de monde et ça s'est bien goupillé pour lui. Parce qu'on voit qu'en première semaine du Tour d'Italie, ça se passe pas bien du tout pour lui, il n'est pas du tout dans le coup, et là ça a bien marché, donc c'est assez intéressant de voir ça. Alors coureur qui change d'équipe, parce qu'il l'a dit en interview, il voulait bien finir, parce qu'il sait qu'il y avait grosso modo plus beaucoup de courses auxquelles il allait participer. Il va faire le Umloot Van Air Outland le 20 septembre, mais ensuite ça va être très calme pour lui, et il va rejoindre la Tudor en 2024-2025, contrat de 2 ans. La Tudor qui a fait un énorme recrutement sur le marché. Ils ont mis les moyens, notamment avec l'arrivée de Trentin. Enfin, ils ont une équipe en 2024. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient une invitation l'année prochaine. Je pense qu'ils visent ça. Surtout s'il y a une fusion d'équipes, il y aura peut-être des possibilités d'invitation de la Tudor, parce que cette rumeur avec Movistar enfle de plus en plus dans le paddock du cyclisme, donc il y aura peut-être des invitations possibles, parce que c'est vrai que ça va être intéressant de voir comment ça va se passer, mais s'il y a une fusion, imaginons Movistar Quick-Step, ça libère une place en World Tour, c'est-à-dire que Arkea se retrouve désormais mieux positionné, en sachant qu'on ne sait pas trop comment ça va se poursuivre du côté de la Jumbo, ça pourrait libérer une deuxième place, ce qui pourrait donner de l'espoir à la Tudor, à Uno X, à Total, qui pensait quand même après cette première saison que ça allait être compliqué qu'il allait falloir un petit peu cravacher pour aller possiblement aller sur le World Tour. Là, ça s'est bien goupillé. Et j'ai vu également que grosso modo, il n'y aura pas trop de soucis pour les équipes de deuxième division pour avoir des invitations l'année prochaine en World Tour, parce que quasiment toutes sont dans le top 50, donc ce qui était un peu l'inquiétude avec certaines formations, mais il semblerait que les équipes espagnoles se soient bien goupillées. Alors j'ai pas revérifié le classement UCI, on fera un point peut-être la semaine prochaine sur le classement UCI, parce que la semaine prochaine on a le championnat d'Europe, le Tour du Luxembourg, donc ça va être un petit peu plus calme, ou sinon il y a un moment on fera un point du côté du classement UCI. Je pense qu'il y aura aussi un départ fictif, je sais pas encore trop quand, mais on essaiera de faire des départs fictifs. Je pense que je prendrai des questions là. Peut-être qu'on en refera un autre en novembre, en décembre, parce que il y aura pas de sport d'hiver sur la chaîne
Ça faisait pas un carton, on va pas se mentir. En sport d'hiver, il pourrait y avoir que le biathlon, mais il n'y aura pas les autres compétitions, parce que déjà ça prend un temps énorme pour tout regarder, et qu'en plus ça ne marche pas. Donc il y a un moment, au bout de 2 ans, je pense que le programme, on lui a laissé le temps de s'installer, et c'est pas possible de faire autrement que la méthode auquel j'avais. Donc soit on fera que du biathlon, ce qui fait que je vais avoir une saison hivernale qu'il va falloir que je comble, et on va combler avec des choses un peu différentes. Alors je pensais faire du jeu vidéo, étant donné que j'ai un petit souci d'ordinateur, pas celui-là mais l'autre, j'ai grillé un disque dur, ce qui est une première, parce qu'il y a des mecs qui l'ont mal installé. Je m'étais acheté un ordi tout monté en 1 an et demi, j'ai réussi à avoir un Windows mal installé et un disque dur grillé. Ça fait beaucoup. Entre ça et l'internet qui marche pas, je suis une belle période estivale quand même. Allez, on poursuit après Dainese avec Ghana. Bah oui, c'est pas mal quand même Ghana. Il se découvre une nouvelle passion pour le sprint Ghana. Certains on m'a dit dans le commentaire, on aurait peut-être dû emmener Viviani. Viviani seul, il aurait pas fait grand chose. Là, on voit que Ghana, il prend 2 deuxièmes places. Est-ce que Viviani aurait fait mieux que de 2e place? Je ne pense pas. Par contre, le fait de ne pas avoir pris Sivakov, peut-être une erreur du côté d'Ineos, parce que quand tu regardes quand même le niveau qu'a Sivakov là en ce moment en Italie, il a gagné une course, il a fait 2 podiums, dont un au Canada aussi. Donc, il marche très fort. En plus, les classiques italiennes, vu son manque de punch, c'est pas forcément là où il peut être le plus performant. C'est ça que tu te dis qu'il aurait peut-être réussi à prendre un top 15, ce qui n'a pas été possible pour les autres coureurs d'Ineos. Mais comme Ineos, là on sent que la situation quand même... Le projet de fusion me semble gros, parce que ça serait une première... Alors ça serait pas une première dans le monde du cyclisme, parce qu'on a déjà vu des équipes fusionner, mais plus bas. En 3e division, c'est arrivé plusieurs fois. En 2e division aussi, parce que je rappelle, la Bora est une fusion de 2 formations. Alors si on avait eu ça en World Tour avec Garmin et Cannondale, qui avaient fusionné, ce qui est devenu EF aujourd'hui, mais on n'était pas sur les mêmes budgets, on n'était pas sur des équipes qui allaient bien. Là, c'est vrai que, et surtout, ça avait été annoncé un petit peu plus tôt dans ces cas-là, je crois me souvenir. Mais là, ça serait vraiment une première avec 2 mastodontes comme ça, comme Movistar ou Ineos. C'est quand même 2 mastodontes, ou Quick-Step et Ineos. Là aussi, on est sur 2 mastodontes du côté du cyclisme. Ça montre aussi que financièrement, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a beaucoup de dépenses en ce moment dans le cyclisme, mais il y a assez peu de rentrées d'argent. Et on est peut-être sur les limites d'un système où on a des salaires qui sont mirobolants, et on voit que derrière, les rentrées d'argent pour les équipes, elles sont minimes. Ce qui fait que les sponsors, ils sont obligés d'abouler énormément d'argent. On pourrait dire qu'il y a une sorte de déficit structurel important dans les équipes, et qu'à un moment, ça ne peut plus le faire, je pense. Il va y avoir un blocage. Donc oui, Ghana, ça s'est bien passé aujourd'hui. Il est bien emmené jusqu'à 3 bornes de l'arrivée, 2 bornes et demie. On sent qu'Ineos contrôle complètement. Guerin Thomas fait un sacré boulot. Il peut se reconvertir comme lanceur de sprinter, Guerin Thomas. Après, il l'a été à une époque, il faisait ce travail-là. Mais ensuite, en fait, ils ont manqué un peu de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on sent qu'à 2,5 km, ils s'aperçoivent autour de Ghana qu'il n'y a plus assez de main-d'œuvre pour tenir. Donc, on laisse Guerin Thomas presque mourir. On se fait remonter d'un côté par Alpecin, de l'autre côté par EF. Et ce qui fait que on se retrouve un peu enfermé. Alors, même si Ghana fait un beau sprint, encore une fois aujourd'hui, parce qu'il était bien placé quand même, il s'est bien positionné seul, mais quand Dainese l'a accéléré, il lui est passé devant, parce que Dainese c'est un vrai sprinter. Mais Ghana, il y a quand même un truc à tenter, je pense, parce que quand on voit les sprints qu'il a réalisés, lui il se voyait peut-être que rouleur. C'est vrai que c'est pas comme si il y avait un coureur chez Bahreïn qui faisait la même chose, mais c'est vrai que ça va lui donner des idées, parce que et surtout je pense sur des sprints longs, ça peut vraiment le faire.
parce que on sent qu'il y a un vrai potentiel sur ce domaine-là. Et c'est vrai que Jonathan Milan, ils sont un peu sur le même profil, hein. Jonathan Milan, il fait de la poursuite, il a fait pas mal de pistes. On voit que ça marche avec la Bahreïn. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être réfléchir et tenter. Jonathan Milan, qui a très peu couru depuis le Tour d'Italie, là je viens de voir, ouais, il a vraiment il a fait le René 8 Tour, San Sébastien, bon, où il a abandonné. Il a abandonné à la Bretagne Classique. Il a fait la Bemer 6 Classique. On est à 46 jours de course pour lui. Et en sachant que depuis mai, il est à 1, 2, 5, donc ça fait 7, 8 jours de course. Ce qui est vraiment, vraiment pas énorme. En sachant que l'année prochaine, il rejoint la Lidl Trek. Jonathan Milan, ça va peut-être faire du bien à cette équipe d'avoir enfin un vrai sprinter. Homme poursuito avec après Dainese Gana avec Chimolai, belle quatrième place de David et Chimolai. C'est vrai qu'il m'avait un peu déçu sur les sprints précédents. Là aussi, il a profité peut-être du fait qu'il y avait un peu moins de coureurs, un peu moins d'équipiers pour être bien placé, pour un peu moins être ballotté de gauche à droite. Bon, voilà, ça fait une place pour Cofidis. Cofidis qui s'en sort, je dirais pas si mal, en sachant qu'ils ont perdu leur leader. Une victoire d'étape, la quatrième place là. Bon, ça aurait pu être beaucoup mieux. C'est pas du niveau du dernier Tour de France, mais ça reste quand même intéressant du côté de la Cofidis. Mais c'est vrai que par exemple Total ou Cararural on fait beaucoup mieux. Cararural, il y a encore alors c'est 9ème place, pardon, j'ai dit top 8 sur TikTok. Il a fini 9ème, c'est Fernando Barcelo, voilà, de la Cararural. Donc encore 30 points marqués. Cararural, ils ont bien fait de venir sur cette Vuelta parce qu'ils ont accumulé les points sur ce Tour d'Espagne. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, Alpecin. Alpecin parce que la chute elle est causée par un coureur de Alpecin et pour moi donc ça doit être Bayer qui finit 148e. Bayer oui parce que Jensen est à 3,39, donc ça doit être Bayer je pense qui a provoqué la chute. Tu peux pas regarder comme ça dans ton dos à 2,5 km de l'arrivée, surtout quand tu es au milieu, je dirais, du peloton. Quand tu as des mecs qui remontent à droite et à ta gauche, tu ne peux pas regarder de cette manière. Ils regardent dans son à droite, à gauche, ils changent complètement de cap. À 65 km/h, c'est une catastrophe derrière parce que ça s'empile. Et je trouve que ça s'est empilé, et pas tant que ça quand même, mais ça s'est quand même empilé. Et tu ne peux pas faire cette erreur-là. Et ce qui fait que, en plus, ça se retourne contre toi le karma parce que tu te retrouves à avoir ton sprinter qui peut pas aller jouer la gagne. C'est le bilan quand même de Caden Groves au final. Alors certes, tu auras le maillot de meilleur sprinter parce que là, Evenepoel n'a pas pris de points. Ou n'a pas pris suffisamment de points pour être dangereux. Il sera quand même mitigé parce que il y a 2 victoires d'étape de 2e place, mais en même temps il y a quand même 2 sprints qu'il n'a pas fait. Là aujourd'hui il y avait quand même de quoi faire. Il y a 2 sprints qu'il n'a pas fait. Il a été battu par Geoffrey Soupe aussi dans les sprints, donc c'est moyen. C'est-à-dire qu'on s'attendait presque à plus, parce que quand on a vu la liste de départ des sprinters, c'est vrai que je disais au départ, qui va réussir à battre Caden Groves, je voyais quasiment personne. Je me disais, il y avait Molano, il disait Coquard abandonne très vite. Donc après, je me disais, ça va être compliqué quand même. Peut-être que du côté des sprints, on va pas avoir un gros spectacle. Au final, non, parce que Caden Groves n'a pas été impérial. Et je m'attendais, vu la saison qu'il avait fait ça Alpecin, il s'est peut-être retrouvé en forme trop tôt. C'est peut-être été ça le problème de Caden Groves. Parce que c'est vrai qu'il a été en forme au Tour de Catalogne, il est déjà très bien. Hein. Les 2 étapes qu'il gagne au Tour de Catalogne, c'est pas forcément le profil qui lui convient le plus.
Sur le Tour d'Italie, il gagne quand même une étape. J'ai l'impression qu'il lui en a manqué un petit peu sur ce Tour d'Espagne. Et que là, il finit un peu difficilement la course. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Et c'est vrai qu'il n'a pas dominé ce Tour d'Espagne au niveau des sprints, comme on pouvait s'y attendre. Enfin, s'y attendre un peu plus. Moi, je pensais vraiment qu'il allait enchaîner 3-4 victoires, que ça allait faire pareil que Philipsen. La différence aussi pour Cadengrove, c'est qu'il lui a manqué un Mathieu Van Der Poel. Il lui a manqué un vrai poisson pilote, capable de l'emmener, capable de le protéger jusqu'à 500 mètres, ce qui a été la force de Philipsen. Ça a été Mathieu Van Der Poel, même si un moulin, par exemple, quand il gagne un moulin, Philipsen, il se débrouille seul. Mais là, on voit que c'est un peu plus aléatoire quand t'as pas Van Der Poel. Et là, il lui a manqué un train de qualité, parce que c'est vrai que Philipsen, il avait eu Van Der Poel, il avait eu encore une fois Sylvain Didier qui avait été très bon. Là, peut-être que du côté d'Alpecin, il aurait fallu un peu plus, un peu mieux autour de Cadengrove, parce que, alors 2 victoires, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que Philipsen, on aurait pu s'attendre presque à mieux sur cette course. De Cadengrove, on aurait presque pu s'attendre à mieux. Voilà. Et puis la chute, il y a un moment, il va falloir sanctionner aussi du côté des commissaires ce type de comportement très dangereux de la part de coureurs qui se retournent, qui ne s'écartent pas correctement sur les sprints, parce que c'est vraiment très dangereux et ça crée des énormes chutes. Et vraiment, ça, c'est extrêmement dommageable, je trouve. On poursuit avec Garcia Cortina. C'est terrible parce que Garcia Cortina aujourd'hui il est très bien emmené. Je pense que Movistar ils ont décidé de lui faire un train complet parce que bon ils se sont dit Enric Mas de toute manière ça sera une déception sur cette Vuelta. On se dit tiens on va aider Garcia Cortina et puis t'as beau aider Garcia Cortina quand il déclenche son sprint, pourtant il est bien positionné Garcia Cortina, il déclenche son sprint, il n'y a rien qui se produit. C'est terrible parce que Garcia Cortina, le niveau qu'il avait chez Bahreïn, à l'époque chez Bahreïn, tu te disais, c'est du niveau de Kurt Nielsen, c'est un niveau de ce coureur-là. Là aujourd'hui, Garcia Cortina, il n'a pas gagné depuis quand? Ça fait loin. 2023, il n'a pas gagné. Attends, que je regarde. Il n'a que 3 victoires dans sa carrière, j'ai envie de te dire. Donc, il n'a pas gagné depuis Grande Piemonte l'année dernière. Et c'est vrai que là, cette année, il y a des deuxièmes places, mais presque plus sur le chrono même que sur les sprints. Et il a été un peu décevant parce que sur les sprints, avec grosse opposition, il n'est pas là. C'est un coureur il a 27 ans, mais quand on l'a vu arriver du côté de la Bahreïn, moi je me disais, waouh. Là, on a un top coureur, on a vraiment un coureur qui est très intéressant, qui va pouvoir peut-être enchaîner les résultats sur les grands tours. Au final, pas des masses, quoi. C'est un peu une déception pour moi, Garcia Cortina. Et son passage chez Movistar, pour l'instant, ça n'a pas été une réussite. Hein. Ça fait depuis 3 ans qu'il est chez Movistar, 3 ans qu'il n'est pas au niveau. Et coureur qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine, Garcia Cortina. Il n'a pas eu de grands résultats, je dirais, depuis 2020, depuis sa période Bahreïn. Ça va peut-être faire réfléchir des équipes pour le recruter. Parce que là, on voit le sprint aujourd'hui, il n'y a rien qui se déclenche. Quoi. C'est vraiment un sprint très tristoun, j'ai envie de dire. Et puis, je termine avec Menten. Ouais, pour moi, c'est du côté du sprint, c'est de la déception de cette Vuelta, Menten. 14e aujourd'hui. Je m'attendais à mieux. Je pense qu'il n'a pas su saisir sa chance. Une seule 4e place à Tarragona. À se mettre sous la dent. Sinon, il n'y a pas eu d'autres top 10. Un seul autre top 10 à Zaragoza. Je m'attendais à tellement mieux de Menten. Du côté de... Je me disais, déjà, il a enfin sa place dans une belle équipe. En 2e division. Et je me disais... Pour la Lotto Destiny, c'est une belle recrue. Et pour les grands tours, il va enfin avoir sa chance. Parce que chez Sport Vlaanderen et chez Bingoal, c'était pas le cas, vu qu'ils n'étaient pas invités sur les grands tours. Et là, ça n'a pas été bon, quoi. Je trouve ça dommageable, voilà. Mais en même temps, pas bien emmené, encore une fois, par la Lotto. Il va falloir vraiment régler... Tu vois, par exemple, Garcia Cortina, il mériterait de...
il serait intéressant à la loto pour emmener les sprinters parce qu'aujourd'hui c'est un vrai problème. C'est un problème de capacité à emmener les sprints. C'est vraiment, il faut qu'ils arrivent à avoir des mecs pour faire un train. C'est ce qui va être la force l'année prochaine d'Arnaud Démarre. Non, il faut un train. Et c'est ce qu'a construit Arnaud Démarre autour de lui et ce qu'il est vraiment en train de construire chez Arkea. Il crée un gros collectif autour de lui. Bah, il faut vraiment qu'il y ait ça, quoi. Parce que vous avez Menton, vous avez Dely. Mais s'il n'y a pas un minimum quand même de poissons pilotes et d'équipes solides, quand il y a de l'adversité, ça devient difficile. Malgré tout le talent qu'a Arnaud Dely. Arnaud Dely qui fait partie des favoris pour le prochain championnat d'Europe. Hein. La semaine prochaine, Arnaud Dely, il va falloir s'en méfier. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain, présentation de l'étape numéro 20. Il y aura également le débrief de Nadibi, enfin de Nouvelle-Zélande Nadibi, ce soir sur TikTok. À la mi-temps, le débrief du match. Et puis on fera le débrief complet demain sur YouTube. Allez, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!